Bonjour à tous. Et je voudrais que vous me permettiez de dire un bonjour tout particulier à Pierre-Yves Bournazel qui nous accueille aujourd'hui sur ces terres. Il a mis les petits plats dans les grands. Il nous accueille dans cette superbe salle de l'Élysée-Montmartre. Alors il y aura moins de bruit que quand on accueille le Massilia Sound System, mais il y aura au moins autant de ferveur. Merci beaucoup Pierre-Yves. Je suppose que vous avez regardé la télé ces jours-ci. Si vous me dites le contraire, je ne vous croirai pas. Les préparatifs des festivités de 2022 ont commencé et les indignés professionnels, comme d'habitude, sont les premiers dans les starting blocks. Les trois stars de cette semaine, Rousseau, Zemmour, Mélenchon. Le tour de chauffe a débuté par la foire aux idées déjantées. Chez les Verts, c'est Sandrine la décroissante contre Yannick la déferlante. Oui, je dis la déferlante parce que dans sa jeunesse, Jadot avait créé un mouvement étudiant. Il l'avait appelé la déferlante. Ça n'avait pas vraiment déferlé. Ça n'a pas plus déferlé en 2017 où il s'est retiré en faveur de Hamon pour faire à eux deux le plus faible score de l'histoire du PS. S'il se plante à nouveau, en tout cas, cette fois, il pourra dire c'est la faute à Rousseau. Soit elle va le ramasser à la primaire, ce qui, quand on connaît la psychologie des éco-sadomasochistes, n'est pas une hypothèse absurde. Soit, vu les 75% ayant voté au premier tour pour des candidats décroissants, il va devoir tellement radicaliser son discours qu'il fera fuir les modérés. Je ne vous parle pas de Governatori, qui s'était manifestement trompé d'adresse. Se présenter à la primaire des écolos comme entrepreneur, c'est à peu près comme se présenter à la présidence du futur parti de Zemmour en s'appelant Mohamed. Sandrine, elle lave plus woke que woke. Ah oui, en parlant d'elle, ça me revient, pardonnez-moi. Comme mâle blanc européen cisgenre et non déconstruit, j'aurais dû commencer par m'excuser pour tout ce dont se sont rendus coupables envers le monde entier, mes ancêtres, paysans auvergnats depuis des générations. Voilà qui est fait. Sandrine, donc, c'est pas de l'écologie, c'est du gauchisme sous anabolisant. La crainte obsédante que quelqu'un, quelque part, puisse être heureux. La société libérée qu'elle veut construire à coups d'interdiction me terrorise. Si c'est elle qui sort, comme on dit chez moi, elle devrait friser en avril le score d'Eva Joly en 2012. L'autre match de boxe de la semaine, jeudi, c'était le grand soir contre le grand remplacement. On nous avait annoncé la rencontre du siècle. J'ai vu deux comédiens tristes qui ressortaient leur numéro. Mélenchon s'est calmé comme à chaque présidentielle. En temps normal, il a toujours l'air de parler au sommet d'une barricade. Quand il entre en campagne, il se met à ressembler à une statue qui cherche son piédestal. Son discours, lui, n'a pas changé. Pour chaque problème complexe, il a une solution simple, claire et fausse. Depuis qu'il fait de la politique, c'est-à-dire depuis des décennies, comme la gauche et ses intellectuels, il s'est toujours positionné dans son combat contre l'oppression, du côté de l'oppression. Depuis quelque temps, c'est un véritable feu d'artifice. L'État c'est moi face aux juges, la tentative de récup des Gilets jaunes qui n'en voulaient surtout pas, le soutien aux antivax avec Philippot et maintenant la créolisation, dont personne n'a réussi à extirper le concept de sa gangue de bullshit. Je ne parle même pas de la manif avec les islamistes, où il était totalement à côté de ses babouches. En face, il y avait Zemmour. Le grand remplacement, c'est Zemmour, comme le camping, c'est Trigano. Rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une. Nietzsche disait « Ce qui rend fou, ce n'est pas le doute, c'est la certitude ». Renvoyer chez eux 2 millions de musulmans, interdire les prénoms pas français, dire que c'est pas bien de ne pas se faire enterrer en France, sortir de l'OTAN et servir de caniche à Poutine, je trouve que c'est un peu court comme programme. Est-ce qu'il a une chance ? Est-ce qu'il a une chance ? Ma réponse est non. L'apocalypse, ça marche sur CNews, mais en tant que candidat, il faut des remèdes crédibles à ce qu'on dénonce et des propositions sur le reste. Et je pense que ça va faire pchit, comme disait l'autre. Comme disent les Chinois, il est facile d'ouvrir un magasin, ce qui est dur, c'est de le garder ouvert.
La grande question à la mode, c'est à qui sa candidature fait-elle mal? Et la grande réponse à la mode, c'est à Marine Le Pen. Moi... excusez-moi, je salue Gérald Darmanin et je lui souhaite la bienvenue dans notre congrès. Merci beaucoup, Gérald, d'être avec nous cet après-midi. Moi, je trouve que l'annonce du décès de Marine est un peu prématurée. Je veux bien admettre que Le Pen et Mélenchon, c'est un peu comme le Colisée, c'est ce qui arrive quand les monuments durent trop longtemps. Mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qu'on donne des sondages. Avec pour concurrents Zemmour, Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, qu'elle soit toujours à 19-20% en étant attaquée de toutes parts, pour moi, ça veut plutôt dire que la citadelle résiste, même si, à mon avis, elle a fait une sortie de route avec tête à queue en devenant la Bernadette Soubirous des libertés qui lui sont soudain apparues, et en se prenant maintenant pour le seul Yénitsyn de la dictature de Macron. Je ne vais pas m'étendre sur LR parce que j'aime pas taper sur mon ancienne famille. Et pourtant, les déclarations d'amour de Ciotti à Zemmour montrent, hélas, que les dérapages se portent toujours bien et ne sont toujours pas sanctionnés. En tout cas, ils ont un gros avantage sur la gauche, c'est qu'ils comprennent les mathématiques. La gauche ne semble pas comprendre que 5 ou 6 candidats pour 25% des voix, ça ne va pas le faire. LR a compris que s'il y avait 2 candidats, il y aurait 2 tombes. Depuis 6 mois, la recherche de la solution a fait consommer beaucoup d'aspirine. Je crois qu'ils n'en sont plus loin de la trouver, mais elle sera tardive. Elle ne satisfera pas tout le monde et elle laissera des traces. Le général MacArthur disait « Les batailles perdues se résument en 2 mots, trop tard ». L'autre jour, j'étais chez Rutel Krief sur LCI et elle m'a demandé si Hidalgo pouvait ressusciter la gauche. J'ai d'abord rigolé, croyant que c'était une blague, mais en la regardant, elle était sérieuse. Alors je lui ai dit que la gauche me paraissait plus mal partie que Lazare et que pour la ressusciter, il allait falloir allumer pas mal de cierges. Ce serait bien la première fois qu'on verrait des rats nager vers un navire qui coule. Et surtout... Et surtout, il faut surtout qu'elle évite de prendre comme slogan de campagne « Je ferai pour la France ce que j'ai fait pour Paris ». N'est-ce pas, Pierre-Yves ? Après ces premières impressions qui ont fait exploser le bullshitomètre, ça va être dur de remonter. Quand on a pris le mauvais train, ça ne sert pas à grand-chose de courir dans le couloir dans la direction opposée. Le résultat de l'agitation de la semaine est sans appel. Quelques jours après l'entrée en scène de Rousseau, de Mélenchon, de Zemmour et d'Hidalgo, Macron est passé de 40 à 46% d'opinion favorable et de 23 à 26% d'intention de vote au premier tour. Hidalgo est passé de 7 à 4, Mélenchon de 10 à 8 et Jadot de 10 à 7. Depuis qu'ils ont vu les chiffres, ils sont tous aussi tendus qu'un défenseur argentin qui apprend que ce soir il prend Mbappé. Si ça continue, bientôt la seule façon pour la gauche de regagner de la popularité sera de publier, comme les rugbyman, un calendrier où ils sont... Je vous passe le dessin. Quand on voit le tableau de la situation, vous savez ce que je me dis ? Je me dis que je suis vraiment content d'être ici avec vous cet après-midi. Dans ce parti de la droite libérale, qui en 3 ans seulement a réussi à exister dans le paysage politique, à avoir des élus dans les villes, les départements et les régions, à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement européen et dans l'exécutif, mon cher Franck. Cette campagne qui commence, nous allons l'entreprendre aux côtés de nos amis, mais aussi de ceux qui ont fait surgir des mouvements d'élus comme la République des maires ou la France audacieuse, aux côtés aussi bien sûr de notre ami Édouard Philippe, dont la parole sera déterminante, comme l'expliquait Franck dans son entretien au Figaro. Franck, que je veux féliciter pour la confiance renouvelée que vous lui avez tous témoignée. Notre campagne sera joyeuse, elle sera celle de la France qui va de l'avant, et elle sera aussi l'occasion de répondre à tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Bismarck disait « On ne ment jamais autant qu'après une chasse, pendant une guerre ou avant une élection ». Et il était orfèvre en la matière. Et il y aura beaucoup de menteurs. Les spécialistes de la détection des malheurs qui nous avaient échappé, ceux qui abusent du luxe des démocraties
qui permet de s'offrir des tragédies imaginaires et des indignations factices, ceux qui nous proposent la politique du moonwalk de Michael Jackson, reculer en faisant semblant d'avancer, ceux qui, à la télé, ont toujours l'air du type dans les films de science-fiction qui est le premier à avoir vu le monstre, ceux dont la solution à tout problème est en général pire que le problème lui-même, et enfin ceux qui nous proposent à la fois d'augmenter les dépenses publiques et de baisser les impôts, comme le baron de Munchausen qui se sortait des sables mouvants en se tirant par les cheveux. Dans cette campagne, il y aura les optimistes qui voient le verre à moitié plein, il y aura les pessimistes qui le voient à moitié vide, et il y aura les populistes qui hurlent que quelqu'un s'est tiré avec le verre. Nous sommes évidemment conscients de toutes les difficultés de notre pays, mais nous serons résolument le camp des optimistes, car nous savons que c'est la seule façon d'avoir l'énergie et la force de conviction nécessaires pour faire gagner la France. Je vous remercie. Merci, cher Claude, pour cette analyse aussi